Bonsoir et bienvenue dans votre magazine d'enquête 52 minutes pour comprendre. Ce soir, je vous invite à mieux comprendre comment se modernisent les pratiques agricoles à travers une immersion dans la Société ivoirienne de technologie tropicale, une institution communément appelée l'I2T. Le secteur agricole représente les 2/3 des sources d'emploi et de revenus de la population, 22% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire et plus de 50% des recettes d'exportation. L'agriculture est un patrimoine national. Alors, comment en bonifier les pratiques? Comment les ingénieurs d'I2T conçoivent-ils les machines agricoles? Comment les commerciaux persuadent-ils les agriculteurs et les acteurs de la transformation agroalimentaire d'adopter de nouvelles technologies? Ou encore, comment les coopératives accueillent-elles les solutions proposées par l'I2T? Sans oublier les enjeux et les perspectives de cette structure. Vous allez donc découvrir tout cela ce soir dans ce documentaire réalisé par les équipes de Sopran. Historiquement, le secteur agroalimentaire occupe une place centrale dans l'économie ivoirienne. L'agro-industrie représente 31% de l'industrie du pays et 50% du manufacturier. Mais aujourd'hui, l'essor de la filière doit passer par sa modernisation. La mécanisation de l'agriculture permettra d'augmenter la production et le revenu des exploitants. Elle devrait aussi rendre plus attractive l'activité rurale auprès des jeunes générations. Remplacer les gestes manuels par des machines, c'est la mission de la Société ivoirienne de technologie tropicale, l'I2T, à condition que ces machines ne tombent pas en panne. Ce matin justement, les techniciens d'I2T débarquent à Azito-Yopougon pour une intervention d'urgence sur une machine en panne. Michel et son équipe ont répondu à l'appel de la coopérative Apokbe. L'équipement d'I2T a lâché, ralentissant toute la chaîne de production. Il faut agir vite. Bon, le problème, c'est qu'on pourra démonter ça. C'est-à-dire que c'est au moment où c'était là qu'il fallait démonter. Ça peut aller. Bon, là, il aurait fallu que nous ayons un serre-joint. Et là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de dévisser le boulon pour pouvoir dégager le pied et puis remplacer les autres boulons qui sont cassés. Là, les boulons sont vraiment grippés. Nous n'avons pas prévu que les boulons seront aussi grippés. On est obligé d'utiliser des moyens de bord pour pouvoir les dégager. Et donc ça prend du temps. Patricia Acré est la présidente de cette coopérative. Bonjour monsieur, mais est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous livrer? Oui, votre machine vous sera livrée aujourd'hui. Faites tout possible pour qu'on puisse avoir aujourd'hui. C'est pour cela que nous sommes là, madame. Bon, merci beaucoup, bon boulot. Vous découpez trop gros, hein? Elle a mécanisé son unité afin d'augmenter le rendement de sa production. Une trentaine d'ouvrières sont à l'œuvre. Les techniciens d'I2T s'activent. Le temps presse. Vous travaillez avec l'I2T, c'est ça? Oui, oui. Quel type de machine ils ont mis à votre disposition? Il y a des broyeurs, et les sémouleurs et les saureurs. Qu'est-ce que ces machines ont véritablement apporté à vos conditions de travail? Avant, on faisait à la main, qui perdait un peu le temps. Grâce à ces machines, on fait beaucoup. Ces machines nous aident. En tout cas, on fait assez de capacité. On fait beaucoup. Vous avez appelé les l'I2T, venir regarder un peu les machines, tout ça, parce que vous avez quelques problèmes. J'ai remarqué que ça sort, mais il y a assez de bruit dans les saureurs. Donc immédiatement, je ne devais pas appeler d'autres personnes. Donc, puisque ce sont eux qui ont fabriqué, je les ai appelés directement pour venir voir la panne. Soudain, les travaux s'arrêtent. Cette fois, c'est un problème de disjoncteur. Michel, le chef d'équipe, est également électricien électronicien. D'un coup de tournevis expert, il bricole un branchement de fortune. Avec Michel, c'est la règle du système D. Alors, M. Trabi, il y a eu un souci? Oui, il se trouve que le disjoncteur qui alimente notre poste à souder est insuffisant. Donc on va le brancher sur un disjoncteur de calibre plus élevé afin de pouvoir faire notre travail. De retour.
Tu peux essayer? Ok. L'intervention sur l'essoreur bat son plein. Il faut dire que sans cette machine, impossible d'essorer la production de manioc et donc de la transformer en attiéké. Si ils n'ont pas fait ça, trop me faire mal, non, ils n'ont pas fini pour aujourd'hui même. En tout cas, faites bien pour ne pas que je vous appelle encore. Hein. Sur cet appareil-là, c'est la première fois où... Non, ça fait la deuxième fois. Et l'autre fois, c'était quoi le problème? L'autre fois, c'était le frein. Aujourd'hui, c'est les boulons qui sont cassés. Ça vibre beaucoup. Créée en 1979, l'I2T a pour mission principale la recherche et développement dans la transformation des matières premières agricoles, la fabrication de machines agro-industrielles et l'assistance aux PME du secteur agricole. Son budget annuel est de 1,150 milliard de francs CFA. 80% proviennent de l'État ivoirien, 20% de ses ventes directes. Direction l'I2T. À l'ordre du jour, réunion des commerciaux. L'heure est au bilan. Il n'est pas forcément bon. L'équipe doit réagir. Il faut qu'on essaie de réfléchir sur des solutions pour améliorer les ventes qui, depuis les 4 dernières années, n'arrivent pas à aller au-delà d'un certain chiffre d'affaires. Je pense que ça nous pose un problème quand on essaie de se proposer des solutions pour, n'est-ce pas, améliorer les ventes. On va commencer par ces cas. Effectivement, comme tu viens de le signifier, nos ventes ont un peu stagné ces dernières années. Il est peut-être temps qu'on se décide à diversifier nos produits. Parce que même au niveau des équipements, il ne faut pas qu'on s'arrête aux équipements qu'on a toujours vendus. C'est vrai que la ligne d'attiéké, ça reste notre produit phare, mais on peut la compléter. Je pense que de plus, il faut qu'on pense peut-être à les plus charges même du manioc, qui peut être un produit qui va venir compléter cette ligne-là et puis nous permettre donc de diversifier. Donc, effectivement, comme M. Sika a dit, il faudrait que peut-être la DCM, qu'on puisse lister de nouveaux produits, de nouveaux équipements à mettre à la disposition du bureau d'études afin qu'ils puissent déjà essayer de voir la faisabilité quant à la fabrication de ces... Alors, le second point, c'était donc, pour être un peu plus efficace, c'était de disposer d'une cartographie de nos clients. Je vois que présentement, nos ventes sont un peu concentrées au sud, au centre. Alors peut-être qu'il faut bien qu'on pense aussi à améliorer nos prospections. Il faut qu'on prospecte davantage. Quand on regarde dans le nord, ils sont plus axés sur la Dakar. Et justement, il y a le SIETA pour bientôt. Et moi, je pense que le Salon international de transformation des équipements de Dakar, donc ça sera une aubaine pour I2T, qui est déjà un partenaire technique, de pouvoir bien communiquer sur les différentes solutions technologiques, sur cette spéculation. Ok, d'accord. En tout cas, j'attends les propositions dans les meilleurs délais. Ok. Merci à tous et puis à bientôt. Ok. Merci. Quelques heures plus tard, on retrouve Seka Monsan. Il est commercial à l'I2T depuis 13 ans. Ce matin, il joue gros. Resto Plus est une entreprise spécialisée dans la restauration événementielle et la transformation de produits agroalimentaires. En plein essor, elle a besoin de plus de matériel. Une aubaine pour ce commercial. Accompagné par Azan Kwadio, chef de production de cette PME, Seka va effectuer une inspection précise des équipements d'I2T. On a un jeune souci avec le solaire. Un boulon qui est cassé. Là, je vois. Là, en fait, dans cette situation-là, ça va faire quelques vibrations quand ça... Non, à part ça, le système tourne assez correctement. Et cet essoreur semble présenter encore des problèmes de boulons. Et le broyeur, il y a quelque chose de particulier? Oui. Normalement, c'est une machine qui a une capacité intéressante. Hein. Vraiment? Ouais, en tout cas, sur cette machine-là, on n'a vraiment pas de soucis. Partout où on l'a installé, il n'y a pratiquement pas de problème. Globalement, quand tu marches, il est aussi silencieux qu'avant. Non, il est silencieux. Ah bon? Le même bruit. D'accord. Rebelote avec le sémouleur, un boulon de l'hélice à sauter. Ok, je peux jeter un coup d'œil comme ça.
Ah, parfait. Au niveau des hélices, voilà, on est à pousser là. Ouais, je vois. Ok. Je pense que je pourrais envoyer quelqu'un. Là, vous avez fini le produit depuis quelle heure, par exemple? J'ai l'appel du fini. Bien, la peine est finie. Voilà. C'est choix. Et le moteur, il marche aussi sans... Pour le moment, il marche. Dites-moi, M. Seka, cette unité-là, c'est quoi? Ah, mais c'est juste un poste de séchage. Et c'est l'IDT qui l'a produit? Oui, l'IDT produit des séchoirs. Donc ça peut marcher à l'électricité, ça peut marcher au gaz, ça peut marcher au fuel. En fait, la source d'énergie, elle dépendra finalement du client. Alors, ce client, vous lui avez conseillé ça, qu'est-ce qu'il en fait? Oui, en fait, il produisait de l'attiqué. L'attiqué que tout le monde peut acheter au marché, ce qu'on appelle de l'attiqué. Il voulait passer au stade de l'attiqué sec, l'attiqué déshydraté. Non seulement ça permet une meilleure conservation de l'attiqué. Donc naturellement, vous pouvez solliciter donc, des marchés qui sont beaucoup plus loin de la Côte d'Ivoire. Broyeurs, essoreurs, sémouleurs, séchoirs, tout est passé au peigne fin. L'inspection s'achève par une rencontre stratégique pour le commercial d'I2T. Kwame Konin, le directeur général, souhaite démultiplier ses capacités de production d'attiéké industriels. Il est particulièrement exigeant et ne mâche pas ses mots. Seka, lui, ne perd pas de vue son carnet de commandes. Vous avez vu le séchoir à gaz là? Oui, on a vu. Il y avait des soucis dessus. Mais ça marche actuellement. Voilà. Bon, ça marche? Voilà. Le deuxième séchoir là? Le séchoir de M. Seka. Oui, c'est ça. Ça marche? Parce qu'il y avait un problème de clé, tout ça là. Oui, je crois que le problème de clé... Ça a été corrigé. Voilà. Nous, à la longue, on aura besoin de machines beaucoup plus performantes. Parce que nous avons l'équipement que nous avons n'est pas trop performant. C'est ce que vous utilisez actuellement pour produire... Donc que ce soit la tiéké, que ce soit même le déshydraté, que ce soit le placali, bon... Oui, la capacité moyenne aujourd'hui, c'est autour de 500 kg jour, ce qui est vraiment très faible pour nous. Si aujourd'hui, nous avons des commandes de 2 ou 3 conteneurs, ces machines ne répondent pas. Donc dans ces conditions-là, je vais vous faire une proposition pour voilà, ce choix de 6 tonnes. Donc faites-moi les deux en même temps. Voilà, ça plus l'autre, la fineuse là. Oui, la fineuse. Donc si on peut avoir la proforma d'ici vendredi. La fineuse, vous aurez ça vendredi. Voilà. Pour le séchoir, ça va demander un certain nombre d'études au bureau d'études. Donc je pourrais vous faire ça un peu plus tard, mais ça ne mettra pas trop de temps. Ok, d'accord. Quel est votre avis sur les procédés, tous les systèmes de l'IDT? Je dirais que l'IDT produit quand même des machines assez intéressantes, mais c'est ce que je disais à M. Seka de suite, les machines ne sont pas assez performantes. Parce que pour quelqu'un qui veut vraiment faire de l'industrialisation, je pense que l'IDT a intérêt à développer ce secteur-là, à rendre les machines beaucoup plus industrielles. C'est effectivement ce feedback-là qui nous permet de voir un peu dans quel sens orienter nos travaux de recherche en vue donc d'améliorer les équipements existants. Ok, M. Seka, merci infiniment et puis voilà. Essayez. Bon retour à IDT et puis voilà. Bon retour. Donc, voilà, je vous attends. Ok, d'accord, c'est compris, monsieur. Retour à l'I2T. Célestin est le chef adjoint de l'atelier de fabrication. C'est un vétéran. Il a 30 ans de maison. Alors, les machines d'I2T, il en connaît le moindre rouage. Ce jour-là, une dizaine d'ouvriers s'activent dans le hall d'usinage. La ligne de transformation du manioc reste le produit phare de l'I2T. On a l'essoreur, on a le sémouleur, on a le cuiseur. Et son départ est avec le broyeur, parce que le manioc doit être broyé d'abord. Après le broyage, le manioc est essoré, c'est-à-dire on enlève l'eau qui est dans la pâte. Et c'est après l'essorage qu'on fait le sémoulage. Après le sémoulage, on fait la cuisson. Bon, le broyeur est une machine qui existe depuis longtemps. Une machine que nous avons améliorée puisque nous sommes un centre de recherche. Voilà, le broyeur, il est presque en fin de fabrication. Il ne reste qu'à monter le châssis et le moteur dessus. Mais la machine
qui est la machine la plus prisée, un peu, c'est l'essoreur. Puisque c'est une machine qui évite que toute la nuit, les mamans soient obligées de se réveiller pour venir serrer la presse pour pouvoir essorer la pâte de manioc pour pouvoir faire l'attiéké. Cette ligne de fabrication de l'attiéké a été lancée en 1990. Mais la nouveauté sur laquelle mise cette entreprise, c'est le décortiqueur de noix de cajou. Le mois dernier, le prototype a fait sensation au CIETA d'Abidjan, le salon international de transformation de l'anacarde. Aujourd'hui, la machine est retournée entre les mains des ingénieurs de l'I2T pour la rendre plus performante. Stéphane, le chef du bureau d'études et son équipe effectuent une nouvelle évaluation. Nous allons faire le point concernant la technologie elle-même, les systèmes de découpe, et puis aussi on va parler de l'engouement qu'a suscité cette machine. C'est à partir de là que nous allons faire les modifications nécessaires. Donc on va revoir au niveau des cônes pour que la forme des noix épouse le cheminement jusqu'aux lames de découpe. Donc une fois que là-bas est repris, on va traiter les lames de découpe, comme on avait dit tantôt, avec le matériau adapté. Et après, on va arriver sur la partie sélecteur. Au niveau des sélecteurs, on voit qu'il n'y a pas une bonne portée des noix. Donc il n'y a pas une bonne portée des noix, ce qui fait que le taux de décortiquage n'est pas assez élevé. Voilà. Là-bas, il y a un petit souci qu'il faut qu'on essaie de corriger. Je préconise déjà qu'on voie l'épaisseur des lames. Voilà. Il nous faut remplacer pour mettre des lames plus épaisses et voir si on doit faire des traitements, si on doit faire un traitement de ces lames-là, de manière à ce que ça soit plus performant à la coupe ou bien à la découpe. Je souhaiterais qu'on revoie l'esthétique. Il faut que ça apparaisse, qu'on voie la machine, mais qu'on ne puisse pas à première vue voir la technologie qui est développée par cette machine. Nous allons maintenant aller à l'atelier pour analyser notre système et voir comment on peut mettre en œuvre toutes ces remarques avant d'amener le décortiqueur à nouveau en test pour voir si les conditions souhaitées sont atteintes. L'I2T emploie 60 ouvriers. Outre des outils manuels, elle produit sur commande une soixantaine de machines par an. Les prix des produits phares sont variables. Un sémouleur est vendu 3 422 000 francs CFA hors taxe. Un broyeur, 1 200 000 francs CFA hors taxe. Et un essoreur, 2 500 000 francs CFA hors taxe. Quant à la dernière nouveauté, le décortiqueur de noix de cajou, il est encore à l'état de prototype. Direction Aboisseau. À quelques kilomètres de la ville, rendez-vous chez un fan de l'I2T. Eno Foba, planteur depuis 30 ans. Il règne sur une exploitation d'EVA, de bananiers, de palmiers et de cacao. En compagnie de son fils, il débute toujours sa journée par le même rituel, la visite de ses cacaoyers. Ah, ce palmier est bien donné, hein. Ça c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce. Ah, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils produisent très très bien? Pour qu'on puisse avoir du cacao de qualité, d'abord, il faut que le sol soit riche. Et pour qu'il soit riche, je leur donne la fienne de poulet, de matière organique. Vous voyez qu'il y a plein de fleurs là-dessus. J'ai plus de 200 cabosses que vous voyez là, plus de 200 cabosses. Je vois que ma plantation va me donner de l'argent. Donc là, je suis très heureux, mon fils et moi. Monsieur Foba utilise la serpette de l'I2T. Elle serait bien plus précise que la machette. Et pour l'écabossage, il ne jure que par le cacao beacher, fabriqué lui aussi par l'institution. Vous voyez comment c'est facile et très rapide avec le cacao beacher. Qu'est-ce que ça a apporté à votre production? Avec ça, nous ne blessons pas les fèves du cacao. Nous ne blessons pas les fèves du cacao. Et puis, au lieu de 3 personnes pour travailler, avec 2 personnes, je peux cabosser mon cacao parce que là, je ne prends personne pour pouvoir faire
et enlever le placement à l'intérieur. Combien de temps ça vous prend pour... Une journée. Les 500 kilos? Oui, une journée. D'accord. C'est à la minute. Si mes collaborateurs étaient là, en moins de 1 heure du temps, 2 heures, on a fini. D'accord. Et à l'époque où vous utilisiez encore les machettes? Les machettes, ça vous prenait combien de temps? on peut ne pas finir le même jour. Nous avons mécanisé l'agriculture aujourd'hui, avec beaucoup de techniques. Là, vous avez les produits organiques, je vais vous montrer, venez voir. Ici, nous avons des produits organiques, qui est la fienne de poulet. La fienne de poulet, ça ne coûte rien. Ça fait 20 000 francs le camion et qui nourrit le sol pendant plus de 3 ans. Et ces produits organiques-là, vous les utilisez pour quel type d'agriculture? Ça fertilise le palmier, ça fertilise le cacao, ça fertilise la banane. Eno Foba a bénéficié au Brésil d'une formation dans le cadre du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, un programme financé par la Banque mondiale. Il en a tiré de l'expérience et du profit pour son exploitation. Planteur passionné et motivé, Eno est aussi devenu un ambassadeur de lits de thé. Face aux planteurs du voisinage, M. Foba ne ménage pas ses efforts. Il fait l'article de chacun des outils de lit de thé, pour 2 raisons. La première, il est convaincu de leur efficacité. Et la seconde, cet agriculteur touche une commission sur chaque vente, 5% sur les serpettes et 10% sur chaque écabosseur. Chers parents, vous êtes venus me rendre visite. Si vous pouvez vous approcher un peu ce matin, je vais vous apprendre un peu les nouvelles technologies qui ont été mises à notre disposition pour l'agriculture. Vous avez cette petite maisonnette, on appelle ça serre. Le serre sert à sécher le cacao. IDT a réfléchi. Ils ont compris que dans le mois de mai, juin, juillet, août, septembre, le planteur souffre. On a oublié de prendre du feu pour sécher notre cacao. Or, la fumée détruit le cacao. Donc, avec cette maisonnette qu'on appelle le serre, on n'a plus de souffrance. Vous prenez votre cacao, vous pouvez le fermenter à l'intérieur même. Vous pouvez ramasser quand c'est frais, le mettre à l'intérieur en détachant. En détachant ça, vous avez correctement votre fermentation qui serait faite à l'intérieur sans problème pendant les 7 jours. Et vous remontez. C'est comment? N'attrapez pas votre tête. Vous voyez? Vous voyez comment c'est? On a du cacao de bonne qualité. De très bonne qualité. Et là, vous voyez? C'est sec ou c'est pas sec? Sa démonstration sur l'efficacité de la serre semble avoir convaincu son auditoire. Et comme tout bon commercial, ses clients potentiels ne repartent pas les mains vides. Monsieur Foba leur remet à chacun d'entre eux un plant de bananier qui a germé dans la serre. Un petit présent qui peut faire la différence. Monsieur Foba, j'aimerais savoir votre rôle auprès de toutes ces personnes-là qui sont là. Aujourd'hui, l'IDT a mis des techniques à notre disposition, nous, en tant qu'agriculteurs. Mais nos parents ne savent pas. Aujourd'hui, c'est la première fois que certains découvrent aujourd'hui le cerf, certains découvrent le serpette et le cacao butcher. Et mon devoir aujourd'hui, j'ai demandé à mes voisins de me rendre visite, afin que nous puissions partager les nouveaux outils qui sont mis à notre disposition pour qu'ils puissent aussi les utiliser pour avoir un bon rendement. Après l'outillage, M. Foba enfourche un autre cheval de bataille, celui des fongicides bio. Autrement dit, une substance conçue pour repousser et détruire les champignons. Qui a une plantation où il y a un problème de fourmesse? Ok, je vais régler ça pour vous. Je vais vous remettre un produit bio. Et ce produit bio, vous allez le pomper sur les racines et sur l'arbre, sur le tronc de l'arbre. En moins de 2 mois, cette maladie va prendre fin. Mais ne pompez jamais d'herbicides dans votre plantation
d'EVA. OK? Et puis de manière rationnelle, le cacao aussi, ne pompe pas trop d'herbicides dans le cacao. Parce que quand les feuilles de cacao tombent, les racines du cacao cherchent à manger, ils sautent. Et puis vous mettez l'herbicide, les reçus. Les feuilles de cacao deviennent jaunes. Vous dites que c'est une maladie, ce n'est pas une maladie, c'est l'herbicide que vous venez de pomper. Ces produits vantés ne viennent pas de l'IDT, mais d'une firme brésilienne. Les fèves de cacao ne sont pas là que pour le décor. Direction la coopérative d'Aboisseau, où sera vendue une partie de la récolte optimisée grâce à l'outillage de l'IDT. La pesée s'effectue sous le regard de l'acheteur et Nofoba n'a pas à se plaindre. Les affaires se portent bien. Ça fait 389 kilos. Je pense que si vous le multipliez par 750, vous êtes autour de 200 et quelques mille pour 2 semaines. Je pense que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Parce qu'actuellement, ils sont en train de cabosser encore. Dans 2 semaines, j'aurai encore de l'argent. Mais j'ai applaudi Dieu. Je dis merci à Dieu. C'est l'essentiel. Monsieur Foba est un producteur moderne et heureux. Direction Brofodoumé. Solange Api est productrice d'Atiéké. Elle utilise du matériel de l'IDT, mais pas seulement. Solange dirige cette coopérative depuis 2015. Une 60aine de personnes y travaillent. Elles peuvent fournir jusqu'à 16 tonnes d'Atiéké en 2 semaines grâce aux équipements de cette structure. Le business de cette coopérative repose sur l'export. Ces produits séduisent certes les Ivoiriens, mais également les Européens et même les Américains. Là, vous êtes en train de faire quoi? Oui, je suis en train de contrôler parce que les fibres centrales, là, il faut qu'on enlève ça. C'est parce que quand je viens ici, souvent, je contrôle pour voir si c'est bien fait ou bien c'est pas bien fait. Les femmes continuent d'éplucher les tubercules de manioc à la main. Car du côté de l'IDT, le prototype pour accomplir cette tâche n'est pas encore au point. Une fois la phase manuelle achevée, place aux machines. La coopérative en possède 5 de l'IDT. Mais elle a complété sa ligne de production avec des machines fabriquées par des concurrents du secteur privé, dont un broyeur. C'est le ferment. On va mettre le ferment à ça pour pouvoir broyer le manioc. Sans ça, là, avec de l'huile, on ne peut pas broyer. Quand vous allez broyer, ça ne va pas se fermenter. Donc quand on finit de laver, on vient au broyage maintenant. Mais la machine pour broyer, c'est la machine de l'IDT? Non, c'est la machine des fabricants. Mais normalement, c'est la machine de IDT? C'est IDT, oui. Mais comme son broyage est lent, donc on a préféré prendre l'artisanat là, pour aller un peu plus rapide. Vous avez arrêté d'utiliser la machine de IDT? Oui, on va l'utiliser après. Le broyeur de la concurrence tourne à plein régime. Quant à l'essoreur, il est fabriqué par l'IDT. Prix d'achat, 2 500 000 francs CFA. Mais Solange trouve à redire. Le modèle est ancien, le rendement est insuffisant. Donc ça, c'est la machine à essorer? La machine à essorer, l'IDT. Avec ça, là, ça met du temps. C'est bon, mais pour broyer, peut-être que c'est pour une bâchée. La seule bâchée, là, on peut rester dessus jusqu'à demain matin. Mais si on a 2 comme ça, ça peut nous arranger. Ça va aller plus vite. Solange fait un détour par l'extérieur pour superviser le séchage. La serre de l'IDT n'est plus fonctionnelle. Du coup, rien de mieux que la méthode traditionnelle, séchage en plein air et au soleil. La tchéké, quand c'est pas séché, ça pourrit vite. Mais quand c'est séché, que ça touche le soleil touche ça, ça devient bien sec. Quand on prépare ça, ça peut durer 5 jours, voire même 1 semaine. Vous avez toujours séché au soleil ou bien vous avez un autre moyen de sécher? C'est au soleil. Et dans le séchoir qui est là, souvent c'est là-bas on sèche ça. C'est un séchoir de IDT. Mais que vous n'utilisez pas? C'est tombé en panne, tout est gâté.
Tout est déchiré. Sinon, on l'utilisait. C'est ça même, on l'utilisait plus. Et vous l'avez utilisé combien de temps, le séchoir? 3 ans. Et ça fait combien de temps qu'il... Non, peut-être 5 mois, entre 6 et 5 mois. D'accord. Et vous avez demandé à IDT de venir voir? Ils sont venus voir. Ils ont dit qu'ils vont venir remplacer, mais jusqu'à présent, ils n'ont rien fait. Pour l'affinage de la semoule, la coopérative dispose d'un modèle de lit de thé. Ce sémouleur coûte 3 400 000 francs CFA. Mais d'après Solange, son rendement n'est pas suffisant. Elle s'est donc tournée vers un autre fabricant pour améliorer sa capacité de production, quitte à payer plus cher. Celui qui est là-bas, là c'est pas IDT, c'est nous-mêmes on a acheté. D'accord, donc vous avez un semouleur de IDT et un semouleur que vous avez acheté vous-même. Oui. Et lui, il vous a coûté combien? Didier. Le prix du semouleur. On a pris ça à 4 800 000. 4 800 000 francs CFA, soit plus d'1 million de plus que la machine de lit de thé. Voyez comment il fait ses grains. Propre. La qualité des produits, c'est le cheval de bataille de lit de thé. Michel Manlan, directeur général adjoint de l'entreprise, supervise la recherche et le développement, ainsi que les ateliers de fabrication. L'IDT possède 3 laboratoires. 4 scientifiques multiplient les analyses. Ce jour-là, ils travaillent sur l'acidité de l'attiqué. Bonjour. Bonjour. Ouais. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? L'André fait un dosage pour savoir quelle quantité de soufre il fallait pour neutraliser l'acide qui est dedans. Ainsi, il s'agit de la checker. On essaie de doser ici quelle est l'acidité de la checker. Donc, une fois qu'on a déterminé, on peut déterminer la quantité d'acide, n'est-ce pas, présent dans le produit qu'on a fabriqué. Selon certains paramètres, c'est ça. On peut avoir différents échantillons de la checker. Et on mesure la quantité d'acide ici. Une fois que c'est fini, on connaît la quantité d'acide dans chaque échantillon en fonction de la formulation qu'on a faite. Maintenant, on va tester le même produit en analyse sensorielle. Et nous dirons maintenant, c'est cet attiqué qui est apprécié du point de vue de l'acidité. L'IDT a comme budget de fonctionnement 800 millions de francs CFA, dont 350 millions consacrés à la recherche et au développement. Grâce à cela, elle s'est enrichie de matériel high-tech. Mais la plus grande fierté du docteur Manlan, c'est la salle d'évaluation sensorielle. Docteur Manlan, salle d'évaluation sensorielle, ça fait partie des salles importantes dans le fonctionnement de cet établissement. À la fin, n'est-ce pas, des procédés, pour analyser vraiment la qualité du procédé qu'on a mis en place, qu'on a mis au point, voir si ce procédé-là, les paramètres répondent, n'est-ce pas, aux exigences, n'est-ce pas, qu'on recherche. Ils ont des formulaires qui sont remplis manuellement et on recueille ces données-là sur des ordinateurs qu'on intègre ici au système central. Et ce système central nous permet d'avoir la cartographie du produit. Voilà. Ça, c'est le profil sensoriel, n'est-ce pas, du produit. Ça permet de voir comment le produit répond, du point de vue du goût, la saveur, de la texture. On peut savoir si la texture du produit est acceptée. On retient le produit qui est le plus accepté, n'est-ce pas, des consommateurs. Après, la deuxième étape, c'est de prendre des dégustateurs externes qui, eux, ne sont pas forcément formés pour eux aussi donner leur appréciation. Et donc, si les deux éléments coïncident, alors on estime que ce procédé est le meilleur. Retour à la coopérative Apogbe. Alors que les techniciens de l'IDT sont toujours absorbés par la réparation de l'essoreur, c'est qu'à Montsant, le commercial de l'institution s'assure du service après-vente. Ça se passe un peu bien, ça avance l'entretien de la machine. Oui, ça avance. Là, vous êtes venu pour regarder un peu comment ça se passe l'équipement chez Madame André. Oui, c'est ça, effectivement. Elle nous avait signalé un certain nombre de défaillances sur certains équipements. Donc, on a une équipe d'entretien qui est sur place pour remettre en état les équipements.
bon, j'ai jugé intéressant quand même de venir voir comment se passe l'entretien. Et puis bon, voir avec Mme Macri si elle est satisfaite plus ou moins du service après-vente. Les gars, avant de passer là, ce moteur est grillé. C'est grillé. Voilà, ça, ils ont mis de l'autre côté là-bas. C'est grillé. Donc, on a pris ça pour mettre ici. Tu vois, quand on disait que l'autre était lent, je crois que comme ça, ce n'est pas vous qui avez fabriqué. Donc, c'est ça. Pourtant, quand on a déplacé le moteur, c'est rapide. Donc, je crois que ça, on ne peut pas troquer avec vous. Bon, ok, on va pas voir. C'est-à-dire, en fait, vous préférez travailler avec... Voilà, la machine d'IDT. Voilà. La machine produite par les artisans, là, vous paraît voilà. Un peu lent. C'est un peu lent. C'est un peu lent. Bon, je pense qu'on va voir. Il est possible qu'on puisse l'améliorer. Voilà, d'accord. Comme ça, vous aurez une machine aussi performante que voilà. celle d'IDT. Okay. Je pense qu'il n'y a pas de problème. On va vous remplacer ce moteur. Bon, naturellement, ce n'est pas gratuit. On va vous faire une facture au format. Oui, comme toujours. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. L'équipe d'intervention achève sa besogne. Dernier réglage, tout le monde retient son souffle. Il a serré ça comme un bon mécanicien. Non, dans n'importe quel sens. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? Passer au test? Oui, justement, on va faire un essai pour voir si le panier tourne librement avec le moteur. 1, 2, 3, c'est gagné. Le tambour tourne. L'essoreur est de nouveau opérationnel. Mais méfiante, Patricia Acré préfère s'en assurer elle-même. Madame Acré, Madame la Présidente, nous venons d'achever la réparation de votre machine et nous vous la livrons. Ok, merci. Est-ce que c'est bien fait? Parce qu'avec vos machines, ça nous permet de travailler beaucoup. C'est ça. Donc s'il y a des difficultés comme ça, ça ne nous arrange pas. On va faire l'essai, puis vous allez voir. Voilà. Votre machine est fin prête. Quel sentiment vous anime? Vous êtes soulagé? Très soulagé. Parce que grâce à cette machine, on ne fournit pas assez d'efforts. La coopérative devra débourser 135 000 francs CFA pour cette réparation. L'I2T est à un tournant de son histoire. L'institution reste au stade semi-industriel et ses coûts de fabrication sont élevés. Aujourd'hui, sa priorité est de se moderniser pour s'adapter aux nouveaux enjeux économiques de la transformation agroalimentaire. L'I2T a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 210 millions de francs CFA, mais pour 2019, elle vise 1 milliard de francs CFA de chiffre d'affaires, soit 5 fois plus. Bonsoir, Monsieur Lanciné Dosso. Bonsoir, Monsieur Bois. Vous êtes directeur général de l'I2T, la société ivoirienne de technologie tropicale. Effectivement. Merci de nous accueillir chez vous. Merci à vous. Votre institution est un acteur majeur du paysage agro-industriel de Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler les missions de l'I2T? C'est une société qui a été créée pour pouvoir développer des technologies de transformation des matières premières agricoles. C'est cela la mission essentielle. Donc, de cet objectif principal donc, de création, il découle donc un certain nombre de missions secondaires, donc, notamment la création de technologies, la mise au point de procédés et de formulations alimentaires. Il y a aussi la vulgarisation de ces technologies que nous allons donc découvrir. Et puis, il y a le renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises qui doivent constituer en fait le socle du développement industriel en fait, de la Côte d'Ivoire. Vaste programme qui s'inscrit justement dans le développement agro-industriel du pays. Alors, comment se porte ce secteur de l'agro-industrie en Côte d'Ivoire ? Je dirais quand même que le secteur de l'agro-industrie se porte quand même très très bien. Quand on regarde un peu les indicateurs macroéconomiques, vous verrez par exemple qu'en termes de création d'entreprises, il y a beaucoup d'entreprises agro-industrielles qui s'installent, aussi bien dans la transformation donc, du cacao, dans la transformation donc, de l'anacarde, dans la transformation donc, des fruits et légumes. Et là, je viens de lire dernièrement qu'il y a une nouvelle entreprise qui va s'installer pour produire de la tiéké, de l'amidon et autres. Un investissement de plus de 30 milliards de francs CFA et qui sera opérationnel à partir de 2019. C'est donc dire quand même que ce secteur se porte bien et c'est ce secteur-là qui doit porter en fait l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Parce que n'oubliez pas en fait que le Programme national de développement 2016-2020
a donc posé comme axe principal en fait une transformation structurelle de l'économie ivoirienne, et cela à travers l'industrialisation. Vous en parliez à l'instant, monsieur le directeur général. Cacao, anacarde, mangue, banane. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de pas mal de ces denrées, et pour autant, beaucoup de retard dans la transformation de ces produits. Comment expliquez-vous cela ? Effectivement, vous avez raison, M. Bois. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial dans ces spéculations, effectivement. Mais en termes de taux de transformation, nous avons des taux de transformation très, très, très faibles. Bon, je pense pour ma part, en fait, que l'État a essayé de mettre en place une politique d'industrialisation, de transformation de ces matières premières, mais les résultats escomptés, en tout cas, n'ont pas été atteints. Les résultats attendus n'ont pas été donc atteints. Et peut-être c'est pour cela, d'ailleurs, qu'il y a eu une nouvelle prise de conscience avec donc, le PND 2016-2020, qui a décidé de mettre un accent particulier en fait sur l'industrialisation. Ainsi, il y a quand même des mesures d'incitation fiscale qui sont accordées donc aux entreprises de la transformation. Et puis il y a aussi une politique à travers donc notre ministère de tutelle, qui est en fait le ministère donc du commerce, de l'industrie et des PME, de la promotion des PME, qui est en train donc d'essayer d'intéresser les PME locales à la transformation. Alors là, vous abordez les solutions d'un point de vue de politique générale. Parlons précisément de l'IDT. Quelle va être l'action de l'IDT pour combler ce retard ? L'IDT, en fait, par les recherches technologiques qu'elle mène, essaie de mettre en place des prototypes pour aider les transformateurs. Mais je précise quand même que l'action de l'IDT, ça se situe au niveau de la petite transformation, de la petite agro-industrie, parce que les grandes sociétés industrielles n'ont pas besoin, à la limite, des technologies de l'IDT pour pouvoir procéder à la transformation. Donc IDT essaie d'aider les planteurs à valoriser mieux leur production agricole. C'est un peu cela notre mission essentielle. Et donc vous intervenez auprès des coopératives, auprès des groupements de petite taille qui vont intervenir justement dans la transformation. Et on vous retrouve quand même dans pas mal de domaines, transformation du manioc, dans l'outillage pour le cacao, dans le décortiquage de noix de cajou, etc. Vous visez d'autres secteurs dans lesquels vous pourriez vous implanter. Aujourd'hui, par exemple, le cap est mis sur donc l'anacarde. Aujourd'hui, donc, la politique industrielle, c'est passer donc, le taux de transformation de l'anacarde, qui est aujourd'hui d'à peine 7%, on parle de 50% d'ici 2020, bon, et après, à 2025, on parle de 100%. Sinon, on ne vise pas toutes les spéculations, on s'intéresse aux spéculations qui sont définies comme prioritaires par le gouvernement. Parce que n'oubliez pas que nous sommes une institution gouvernementale. Pour parvenir à tous ces résultats, il faut bien faire de la recherche. Les ingénieurs doivent travailler, etc. Quel est votre budget de recherche et développement ? Il faut en fait dire que l'État de Côte d'Ivoire, d'une manière générale, nous alloue 1 milliard de budget général. Et donc, dans ce budget, nous affectons environ le tiers à la recherche. Voilà, donc sur 1 milliard de budget, nous allouons 350 millions de francs CFA à la recherche. Quels sont les projets dont vous tirez beaucoup de fierté ? Au niveau donc, des réussites de IDT, je pourrais quand même dire que IDT a développé une certaine expertise en ce qui concerne la transformation du manioc. Donc, nous avons une ligne de production de l'atiéké. C'est une ligne de production industrielle qui nous permet donc de produire de l'atiéké qui va garder donc un goût constant, quelles que soient les périodes de production. Nous avons aussi notre fierté, c'est donc le 4 champs, un décortiqueur 4 champs que nous venons de développer pour l'anacarde. Et on l'a vu dans ce reportage. Voilà, oui. Donc avec donc, ce décortiqueur 4 champs, nous pensons en fait que les populations dans les zones les plus reculées pourraient déjà faire subir à leur noix de cajou une première transformation pour donc lui ajouter un peu de valeur, ne serait-ce qu'enlever la coque, enlever la pellicule, pour pouvoir les vendre déjà sous forme d'amandes blanches. À partir du moment où le monde agricole, les professionnels connaissent vos produits, la demande va être très croissante. Effectivement, c'est une question qui est quand même importante pour nous. IDT est une société de recherche et développement qui est dotée d'un atelier dont l'objectif est la fabrication de prototypes. En réalité, IDT n'est pas outillé pour produire des unités en série. Mais nous appartenons donc au ministère donc, du Commerce et de l'Industrie, comme je le disais tantôt. Nous avons des sociétés sœurs, notamment la société Côte d'Ivoire Engineering, qui a quand même des capacités de production un peu plus importantes. Et la vision du ministre donc, est très claire. Il faut créer beaucoup plus de synergies. Vous parlez de produire des machines. L'IDT arrive à le faire. C'est un acquis. Et aujourd'hui, des coopératives et de nombreux professionnels en demandent. Combien de temps cela peut-il mettre quand quelqu'un commande une broyeuse, par exemple ? Une broyeuse, on peut mettre souvent 1 mois pour le produit, mais pour produire pour des clients, c'est un peu difficile. On s'efforce de le faire. Là, par exemple, en termes de lignes d'atiéké, si nous avons une commande de 5 lignes d'atiéké par mois, nous serons incapables de les produire.
Et donc, ça va créer un mécontentement au niveau des clients et autres. Donc, nos capacités de production sont faibles, notre plateau technique est vétuste, et donc n'est pas vraiment adapté à faire face donc, à une demande croissante des populations. À côté de la fabrication des machines, quel type d'action vous menez? Dans l'émission, je disais donc qu'il y a la recherche de solutions technologiques pour la transformation des matières premières, mais aussi des procédés et formulations alimentaires. En ce domaine, quand même, IDT a été le pionnier en tout ce qui concerne donc l'incorporation de nos farines locales, que ce soit des farines issues de l'igname, de la patate, du taro, du manioc, à incorporer en fait aussi bien donc dans les produits boulangers que dans les produits pâtissiers. Il y a une entreprise qui s'installe là, et cette entreprise donc, qui va donc s'installer, qui investit 31 milliards et qui sera opérationnelle mi-2019. Est-ce que là, pour le coup, est-ce que vous avez une relation avec ces investisseurs qui arrivent? Malheureusement, non. Je pense que c'est peut-être à ce niveau-là aussi que IDT, dans la vulgarisation de ses acquis, n'a peut-être pas été à la hauteur. Parce que, pour moi en tout cas, on ne pouvait pas avoir une telle technologie sans quand même approcher les bailleurs de fonds. Parce que IDT a cette technologie, elle est restée avec, et aujourd'hui, une entreprise vient s'installer, va développer de la farine de manioc, et les boulangers maintenant pourront disposer de cette farine de manioc pour produire le pain. Vous avez des machines, elles demandent à être vendues. Alors, est-ce que à ce niveau, il n'y a pas un problème sur le coût de vos prestations auprès de ce monde agricole-là? Tout à fait, M. Bois, vous avez parfaitement raison. Je le disais tantôt, le coût d'un prototype est élevé. Et aujourd'hui, la ligne d'Atiké, par exemple, nous vendons cette ligne d'Atiké à 12 millions de francs CFA. Ce n'est pas à la portée de n'importe qui dans le monde agricole. De toutes les coopératives. Voilà, de toutes les coopératives. Et on sait que les coopératives n'ont pas souvent accès aussi au financement, que ce soit auprès des microcrédits ou des institutions financières. Donc effectivement, c'est souvent les conseils régionaux, les mairies qui essaient de les financer, mais ça demeure effectivement un problème. Les coopératives trouvent que nous avons des coûts élevés. Je partage effectivement leur avis. Mais nous, déjà, nous faisons un effort sur les coûts parce que, pour vous le dire, les coûts qui sont facturés aux clients sont très loin des coûts réels. Au regard de la concurrence, parlons-en, sur le marché, il y a plusieurs acteurs qui essaient de faire comme vous, qui même utilisent vos procédés. Ils ont beaucoup plus de réactivité, ils sont plus flexibles, ces concurrents, ils interviennent beaucoup plus auprès donc, de leurs clients. La question, l'IDT ne devrait-elle pas changer de statut? Nous avons certes la concurrence des artisans, donc des artisans qui fabriquent quasiment les mêmes produits, mais nous avons aussi et surtout la concurrence en fait asiatique. Vous savez aujourd'hui que la Chine, en termes de production d'Atiké, quand même, la Chine commence à se positionner. Donc, ils ont développé des équipements modulaires dans ce domaine. Bon, vous savez, la difficulté pour une institution publique aussi, et c'est peut-être ça l'avantage du secteur privé, le secteur privé peut facilement mobiliser des financements pour pouvoir faire face. Par exemple, vous avez une commande tout de suite, un bon de commande, avec un bon de commande d'un client crédible, vous pouvez lever un financement auprès d'une institution financière. Mais pour une entreprise comme IDT, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que toute levée de financement auprès d'une institution est considérée comme de l'endettement pour l'État de Côte d'Ivoire. Donc, effectivement, nous n'avons pas la réactivité que le secteur privé a. En termes de développement, quel objectif précisément vous assigne le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME pour 2019? Pour 2019, les objectifs sont clairs et ces objectifs concernent l'ANACAD. Il faudrait que nous puissions présenter des équipements pour compléter la ligne donc, de l'ANACAD. Une autre chose que vous développez ici même sur le site de l'IDT, ce sont des prestations que vous offrez à des petites et moyennes entreprises. Comment ça peut se passer? Il y a d'autres types de prestations que nous menons. Nous faisons par exemple de la formation. Et dans le cadre de la formation, nous avons eu avec la coopération japonaise, la JICA, nous avons eu un contrat de formation qui a donc porté sur la formation donc, des employés des PME, PMI en technique d'usinage et de soudage. Ça nous a permis donc de former 145 employés. On leur a donc montré les nouvelles techniques de soudage, les nouvelles techniques d'usinage, et fort de cela, ils pourront donc aller dans leurs entreprises et pouvoir améliorer en fait la qualité des pièces qu'ils produisent. Voilà. Donc ça, c'est un volet quand même de formation que nous entendons développer parce que nous avons quand même l'expertise là-dedans. Je parlais tantôt aussi des boulangers. Donc nous avons une boulangerie expérimentale ici qui nous permet aussi de faire des formations donc, aux pâtissiers, incorporation donc, de tout ce qui est farine locale dans les mets pâtissiers. Nous avons aussi le laboratoire, un laboratoire qui est quand même assez très bien équipé, qui pourra aussi permettre de faire un certain nombre donc, de prestations pour les entreprises. Pour terminer, monsieur le directeur général, l'IDT va avoir 40 ans l'année prochaine. C'est un âge de maturité. Est-ce qu'on peut penser qu'aujourd'hui, l'IDT
une institution qui compte véritablement dans le développement agro-industriel de ce pays? UDT est quand même une entreprise qui compte dans l'univers industriel même de la Côte d'Ivoire, parce que c'est quand même une institution que le gouvernement peut utiliser pour orienter sa politique industrielle. Et nous sommes d'autant plus importants que l'État fait quand même des efforts financiers pour nous accorder des subventions. Et ces subventions, nous essayons donc de les utiliser à bon escient. Il nous appartient maintenant, nous, IDT, à cet âge de ma maturité, d'essayer de trouver des voies et moyens pour essayer d'avoir une certaine indépendance financière vis-à-vis des pouvoirs publics, tout en continuant à travailler dans les sillons qu'ils auront tracés, mais surtout leur permettre en fait qu'ils affectent ces ressources à d'autres domaines prioritaires, santé, éducation et autres. Et nous sommes sûrs qu'avec la nouvelle orientation qui est en train d'être développée par le ministre de tutelle, nous pourrons à terme effectivement générer des ressources propres pour nous permettre en fait de prendre notre autonomie financière. Merci M. Lanciné Dosso. Merci de nous avoir éclairé sur votre institution et sur les développements agro-industriels durables en Côte d'Ivoire. J'espère que ce numéro de 52 minutes pour comprendre vous aura aidé à mieux comprendre les enjeux du développement et surtout les enjeux de la modernisation des pratiques agricoles en Côte d'Ivoire. Je remercie l'ensemble des équipes de Soprod qui m'ont aidé à préparer cette émission. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de 52 minutes pour comprendre. Il sera consacré à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO. Bonne fin de soirée sur RTI 1.